Action. Et bonjour la compagnie. Eh bien écoutez, si vous voulez, je vous propose d'entendre quelques légendes provençales. Alors, pour cela, nous pourrions nous transporter en d'autres temps, en d'autres lieux. Pourquoi pas dans notre enfance? Imaginons-nous dans une grande bâtisse, à la campagne, un soir d'hiver, réunis autour d'une grande table de bois, au coin du feu, et éclairés seulement par quelques chandelles. Alors, la semaine dernière, je me suis promené dans l'île de Porquerolles, et j'ai discuté avec des anciens de l'île. Et l'un d'eux m'a raconté la légende des îles d'or, qui explique comment se sont formées les 3 îles d'hier et la presqu'île de Gier. Alors, vous connaissez peut-être le château en ruine qui domine la vieille ville d'hier. Eh bien, cette histoire se passait dans ce château il y a très, très longtemps. Il était une fois un roi qui vivait dans ce château. Ce roi s'appelait Olbius, d'où le nom de la ville gréco-romaine d'Olbia. Et il avait 4 filles, qui étaient adorables, merveilleuses enfin, les plus exquises filles du royaume. Il les aimait tant, et il en était si fier. Un jour, il autorise donc ses filles à aller se baigner seules à la plage. C'était une magnifique journée d'été, embaumée du parfum du thym, du romarin, des pins, et animée du bourdonnement des insectes. Une légère brise atténuait l'ardeur du soleil. Le roi surveillerait ses filles du haut de la tour de guet. Et ces 4 filles, heureuses de profiter d'une si belle journée, se précipitent dans l'eau fraîche. Et elles nagent très loin, batifolant avec les dauphins, jouant dans les vagues. Et leur père, lui aussi, est heureux de voir ses filles sur cette plage de l'Almanar. Puis, le roi aperçoit, sur la ligne d'horizon, là où le ciel bleu et la mer se rejoignent, une toute petite voile blanche. Et la brise du matin commence à prendre un peu d'ampleur. Alors le roi commence à se faire du mauvais sang, et il fait signe à ses filles de revenir. Mais les filles ont nagé très loin, et elles prennent leur temps pour se rapprocher du bord. Et la brise, là, prend beaucoup plus d'ampleur jusqu'à devenir un vrai Mistral. Et là, le roi aperçoit, au sommet du mât du bateau qui approche, juste au-dessus de la grande voile blanche, le drapeau noir des pirates. Alors là, Olbius est complètement affolé, et il crie à ses filles, « Revenez, revenez !» Mais il se rend compte que ses filles ont nagé trop loin, qu'elles ne reviendront pas à temps au rivage, et qu'elles vont être prises en otage par les pirates. Alors il lève les bras au ciel et supplie les dieux de tout son cœur pour qu'ils les sauvent des pirates. Et les filles, elles aussi, ont vu le danger. Alors elles nagent de toute leur force et sentent leurs bras, leurs jambes devenir lourds, si lourds que la première, l'aînée, s'immobilise et se transforme en l'île du Levant. Et les 2 suivantes, elles non plus, ne tardent pas à s'immobiliser, et se transforment à leur tour en l'île de Porquerolles et en l'île de Porquerolles. Et la dernière, la plus vive, la plus jeune, la plus courageuse, nage malgré ses membres engourdis, et dans sa dernière brasse, alors qu'elle touche le sable, elle se transforme en presqu'île de Gier. Et oui, c'est ainsi que sont nées les îles d'or et la presqu'île de Gier. Et on dit encore aujourd'hui que ces îles ont conservé l'époustouflante beauté des princesses. Alors, quittons un peu le bord de mer et allons nous promener au cœur de la Provence, dans le Vaucluse par exemple, sur les rives de la Sorgue. Il était une fois un ménestrier. C'était un poète musicien au Moyen-Âge.
Et ce ménestrier, donc pour fêter la Saint-Jean, avait décidé d'emmener danser les filles du village dans la colline. Alors voici cette joyeuse troupe partie sur les chemins. Et arrivé dans une clairière, au moment où le soleil allait se coucher, le musicien prend son galoupé tambourin et commence à jouer dans la douceur de cette nuit d'été. Et les filles dansent, gracieuses et légères. Mais ces filles jeunes sont inépuisables, alors que le musicien, lui bien plus âgé, commence à fatiguer. Alors il s'assoit là au pied d'un grand chêne et il s'endort. Alors les filles repartent en silence pour aller danser sur la place du village. Et le vieux musicien reste seul. Mais pas pour longtemps. Et oui, parce que lorsque le silence est revenu dans la colline, peuplé seulement du chant des cris-cris et du bruissement de Mistral dans les micocouliers, une lumière blanche apparaît. Comme je vous le dis. Alors le ménestrier se réveille, ouvre les yeux, et la coquine de sort, il voit surgir de cette lueur une magnifique jeune femme, avec une chevelure châtaine et des yeux clairs comme le ciel. Alors d'abord, le ménestrier il est complètement cagassé. Puis il est vite rassuré, parce que le regard de cette femme est bienveillant. Et d'une voix douce, aussi douce que de la confiture de figue, eh bien, elle s'adresse au musicien, en lui disant « Je suis la nymphe de la colline. Et puisque tu as été assez courageux pour emmener danser les filles jusqu'ici, malgré ton âge, eh bien, je vais te récompenser en te confiant un secret. » Alors là, le musicien, il commence un peu à reprendre du poil de la bête, il fait un peu le nervi. Il dit, qu'est, nymphe, tu serais pas un peu prétentieuse, Nina, qu'est-ce Mais la nymphe ne répond pas, elle lui sourit et lui prend la main. Le ménestrier se lève et tous les deux marchent, avancent sur le chemin. Vous imaginez la nuit étoilée et la lune qui éclaire le chemin caillouteux. Ils arrivent là, au pied d'une falaise. Et là, derrière un bouquet d'arbousiers, le ménestrier distingue l'entrée d'une grotte. Alors, il y fait un peu sombre, mais en avançant, il aperçoit au fond là quelque chose qui brille étrangement. Alors il pénètre dans la grotte et il se rend compte là que cette brillance provient de 7 gros cailloux, transparents et lumineux. Oh, bonne mère, mais qu'est-ce que c'est ces cailloux-là? Eh bien, lui dit la nymphe, ce que tu as sous les yeux, ce sont des diamants. Des diamants? Eh oui. Il y avait là 7 gros diamants, parfaitement alignés. Alors la nymphe se baisse et soulève le premier diamant. Et de l'eau jaillit instantanément, une eau pure, limpide. Puis elle soulève le deuxième, et le niveau de l'eau monte, et ainsi de suite, jusqu'au 6e. Et l'eau se transforme en une véritable rivière. Enfin, elle soulève le 7e diamant. Et là, l'eau monte jusqu'à atteindre un figuier qui avait poussé là-haut, dans une fissure de la falaise. Vous voyez là-haut? Eh bien, encore plus haut. Alors là, le musicien n'en revient pas, il écarquille les yeux. Et la nymphe lui dit, voilà, grâce à ton courage, tu as pu assister à la naissance de cette rivière, qui s'appellera la Sorgue. Et tu as vu jaillir cette fontaine, qui désormais s'appellera Fontaine de Vaucluse.
Alors là, le ménestrier il se confond en remerciements. Écoute, vraiment, tu es extraordinaire, Manine. Écoute, toi aussi, tu es bien brave, et je te promets qu'en ton honneur, j'irai par tous les villages raconter cette incroyable aventure que je viens de vivre. Et là, la nymphe, elle a un petit sourire mystérieux. Puis, voyant un jour se lever, hop, elle s'évapore, elle disparaît. Alors les yeux encore dans le vague, le ménestrier redescend le chemin, prend ses outils de musique et s'en retourne au village. Et là, il se met à raconter ce qu'il vient de voir. Et il comprend le dernier sourire de la nymphe, parce que personne ne le croit. Tout le monde le prend pour un fada. Oh Baptistin, c'est le soleil qui t'a rendu jaubastre. Mais le musicien sait bien ce qu'il a vu. Et il va de village en village continuer de raconter cette incroyable histoire qui est devenue la légende de Fontaine de Vaucluse. Ah tiens, on va un petit peu changer d'endroit, on va revenir dans le Var, vers Brignoles. Jadis vivait justement dans la petite ville de Brignoles à l'époque un pauvre casseur de pierre qui travaillait tout le jour au pied de la rue de Montagne, ombragé de pins, de lentisques et d'arbousiers. Dès le matin, notre homme prenait sa pioche et il allait frapper sur ce rocher de la carrière de Candelot, entre Camps-la-Source et Brignoles. Un soir, qu'il sentait peser la vie sur ses épaules et que le travail avait courbé son dos, il vit passer là sur le chemin le riche propriétaire d'une vigne voisine, monté sur une mule et suivi par un paysan qui portait tous ses outils. Alors, épuisé, notre carrier posa sa pioche et réfléchit. Cet homme est plus puissant que moi. Et dans un soupir, il ajouta, je voudrais bien être cet homme. Alors là, sans doute un esprit enchanteur entendit-il ces mots, car dans l'instant, notre carrier se retrouva juché sur une mule, cheminant sur la route de Brignoles et suivi par un paysan qui portait ses outils. Alors d'abord son cœur en fut en joie, et puis se laissant aller au balancement de la bête, il se dit qu'il était heureux maintenant et que la vie était bonne ainsi. À quelque temps de là, alors qu'il se promenait en ville, vint à passer l'attelage du comte de Provence. Et devant le comte, notre homme, comme tous, dut s'arrêter et se courber en signe de respect. Alors là, il se dit avec déplaisir, mais enfin, cet homme est plus puissant que moi. Et il ajouta, je voudrais être le comte. Et il se retrouva installé dans le carrosse d'or, suivi par une foule de serviteurs et de femmes qui le protégeaient du soleil avec de grandes ombrelles. Et sur son passage, chacun se prosternait. Le nouveau comte fut donc assuré que personne ne le surpassait. Et son esprit en fut en joie. Mais malgré les beaux tissus et les grandes ombrelles, le soleil de feu brûlait la campagne et le comte en fut en sueur. Alors, écartant d'une main nonchalante le rideau, il fut ébloui par la gloire du jour lumineux et ses yeux se fermèrent. Alors il se dit, avec déplaisir, mais enfin, le soleil est plus puissant que moi. Et il ajouta, je voudrais être le soleil. Et lorsqu'il fut transporté sur la voûte du firmament, lorsqu'il se sentit splendide et flamboyant, le soleil se dit avec fierté, me voici au-dessus de tous et de toutes. La vaste mer miroitait sous ses pieds de feu.
semblable à un miroir azuré. Alors, pour user de sa force immense, le soleil décida, je m'en vais assécher la vaste mer. Ses rayons brûlants touchèrent les flots bleus, calmes. Et aussitôt, une brume s'éleva, lui cachant la terre, et tous les efforts du soleil ne purent percer ce rideau qui s'épaississait. Alors il se dit avec rage, mais enfin, un nuage serait plus puissant que moi. Et comme le tonnerre montait vers le ciel, il ajouta dans sa colère, serais-je le nuage? Et quand il se sentit léger, flottant, transporté par le Mistral, portant en lui l'éclair et le tonnerre, le nuage se dit, je suis l'orage et la tempête, je fais l'ombre sur mon passage et je sème l'épouvante, tout se courbe sous le vent de ma course farouche. Et tandis que le nuage clamait ainsi, la tempête éclata, l'orage tomba en trombe sur la campagne balayée, les animaux se cachaient et les arbres se couchaient comme les épis devant la faux. Lorsque le nuage aperçut les rochers de la montagne, impassibles, immobiles, et toute la violence de la tempête ne put les amollir. Alors, dans sa fureur, le nuage s'exclama, mais enfin ce roc est plus puissant que moi. Et dans un dernier éclair, il lança ce souhait, serais-je le roc? Et il fut le roc. Dans sa lourdeur immuable et solide, il pensa qu'il était plus dur que le plus dur, et que sur sa masse, il pouvait supporter l'univers. Et cette idée le remplit d'orgueil. Lorsqu'il vit arriver un homme portant une pioche, qui se mit à frapper sur le rocher même, qui grinça. Mais en fait, cet homme serait plus puissant que moi. Et comme les coups redoublaient, le rocher se fendit et il supplia. Je voudrais être cet homme. Et il se retrouva, pauvre casseur de pierre, travaillant tout le jour au pied de la rude montagne, ombragé de pins, de lentisques et d'arbousiers. Alors, l'histoire ne nous a pas rapporté le nom de cet homme, mais elle nous assure, et il faut la croire, que par la suite, il devint un grand sage. Mais on a parlé de métiers ingrats et pourtant très respectables. Il en est d'autres, qui d'ailleurs sont parfois représentés dans la crèche. Parce que vous savez qu'en Provence, on fait la crèche chaque année. Mais combien d'entre vous connaissent la symbolique des santons? Combien savent, par exemple, que le bougnan ou le rémouleur sont le symbole du mal? Alors, peut-être que le rémouleur, personnage nomade, étranger allant de village en village, en poussant sa meule, la peau tannée par la pluie, le vent, le soleil, et aiguisant sans cesse ses couteaux dans un déluge d'étincelles, ne paraissait pas très catholique pour les communautés simples des villages. Alors pour cette raison-là, eh bien, Mathieu, le rémouleur, avait le cœur gros en arrivant dans ce village. Et pourtant, ce matin-là, eh bien, tout le monde semblait se réjouir. Il allait certainement se produire un événement important, mais lequel? La vie réservant parfois de ces surprises. Ce qui était sûr, c'est qu'on allait en profiter pour bien manger. Le village était plein de monde, l'auberge pleine à craquer, et l'aubergiste avait même dû refuser des clients. Et s'il avait accepté de prêter son étable à ce jeune couple, arrivé avec son âne, c'était un peu par pitié pour cette jeune femme, presque une enfant, qui allait mettre son petit au monde, et dans pas longtemps. Et l'aubergiste demanda donc à Mathieu d'aiguiser tous ses couteaux pour le banquet du soir.
Alors Mathieu s'installe dans la cour, et là, il actionne la pédale de sa meule. Et il aiguise, il repasse, il affûte. Et, chose curieuse, la nuit tombait très vite en ce jour du 24 décembre. Pas d'étoiles, pas de lune, pas de lumière. Alors Mathieu demanda aux curieux qui le regardaient travailler comment il se faisait qu'il fasse si sombre dans ce village. Et Firmin, le plus ancien, le plus savant, le plus sage du village, lui expliqua que jadis, le seigneur du village avait conclu un pacte si terrible avec le diable qu'en guise de punition, les ténèbres enveloppaient le village chaque nuit. Et que cette étoile qui brillait là-haut, illuminant le village, n'était là que depuis le début du mois. Et que tous les gens venus d'ici ou d'ailleurs, les notables, les bergers, venaient au village en curieux. Et ce n'est que depuis que l'on se préparait à faire la fête. C'était certainement un signe. Alors Mathieu poussa un grand soupir. Et puis il se remit à travailler. Mais avec tant d'ardeur et de bonheur, car se sentant investi d'une mission presque divine, qui produisit des milliers d'étincelles qui illuminèrent l'obscurité. Et à cet instant, le cri d'un enfant déchira la nuit. Dans l'étable, la jeune femme venait de mettre son petit au monde. Alors tout bas dans son cœur, Mathieu lui dit « Petit, prends ces étincelles, elles sont si belles, qu'elles t'accompagnent sur cette terre. Je n'ai rien d'autre au monde, mais reçois ce bouquet de lumière qui te guide dans ce monde. » À ce moment-là, une voix tonitruante emplit le ciel. C'était l'ange Bouffarau qui soufflait le grand vent mistral et qui s'adressa à Mathieu. « Mathieu, tu es rémouleur et tu n'es pas un mauvais homme. L'enfant divin reçoit ton cadeau. Car c'est le plus beau que l'on puisse faire à un nouveau-né. » Et là, par un grand souffle de l'ange, les étincelles de Mathieu s'envolèrent par milliers, illuminèrent le ciel, qui se trouva pour la première fois depuis si longtemps mis en fête par des myriades d'étoiles. Humblement, Mathieu s'approcha de la litière de paille parmi les notables et les bergers pour rendre hommage à l'enfant qui vient de naître. Il se sentait tout ému et il entendit à nouveau cette voix douce au fond de lui qui lui disait « Mathieu, tu as toujours été travailleur et honnête. Pourtant, tu as subi les intolérances et les humiliations de tes semblables. Eh bien, dès aujourd'hui, et pour l'éternité, tes étincelles illumineront cette nuit. Et pour fêter la naissance de l'enfant divin, tu seras chaque année présent avec lui. » Alors Mathieu, comme tant d'autres personnes ce jour-là, s'est senti si petit dans cet univers qu'il s'est immobilisé à tout jamais. Et c'est depuis cette époque que l'on appelle ces petites personnes qui étaient présentes ce jour-là des santons, des petits saints, parce qu'ils ont assisté au plus bel instant de l'histoire de l'humanité. Alors depuis, en Provence, on fait la crèche. Chaque personnage y est placé avec amour autour de l'enfant divin. Et bien sûr, Mathieu y est en bonne place. Alors, si à cause de l'ignorance des hommes, il est toujours le symbole du mal, eh bien, vous serez, vous, dans le secret. Alors certains vous diront que c'est une légende, que ce n'est que pure invention, mais ne les croyez pas. Parce que je vous le dis, moi, en Provence, le merveilleux nous entoure chaque jour.
Alors, rendons grâce de vivre dans ce pays de rêve, dans ce paradis. À la revista!